Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour Xavier, bonjour Chloé et bonjour à ceux qui se connectent. Bonjour à ceux aussi qui vont regarder cette vidéo après coup, n'est-ce pas, en différé. Alors ceux qui regardent en direct vont avoir la chance de pouvoir poser des questions. Donc vous pouvez poser vos questions tout au long du café, soit dans l'onglet Q&A ou dans le chat. Alors je sais qu'il y a toujours quelques minutes pour que les gens se connectent, mais on va commencer doucement. Mais nous avons juste une heure et je tiens absolument à rester sur cette promesse de l'heure. Une heure pour parler évidemment de sujets qui sont extrêmement vastes. Alors je dois commencer par dire que nous avions prévu de faire ce visio-café avant les événements. Donc, c'était prévu de plus longue date. Alors, je ne sais pas si c'est le signe d'un bon thème, le fait qu'il soit dans l'actualité. Je crois en tout cas qu'on a un signal fort du fait que nous avions raison de parler de ces questions-là. Et évidemment, la question est plus brûlante que jamais. De façon assez classique, moi j'aurais envie qu'on parle évidemment du diagnostic de la situation, évidemment des causes et naturellement des solutions pour terminer. Alors, pour parler de ces questions fondamentales de l'impasse démocratique, nous avons le plaisir de recevoir d'abord Chloé Morin, alors qu'on ne présente plus, mais Chloé Morin, donc politologue qu'on écoute, qu'on entend, qu'on lit, et Xavier Driancourt. Alors Xavier qui est un ami de Sapiens depuis longtemps, diplomate de grande expérience et qu'on peut lire aussi très souvent et qui voilà, s'exprime notamment dans la presse et je crois grand connaisseur aussi et expert de ces questions. Alors j'ai envie de commencer par une question autour du contexte politique. Est-ce que les crises successives qu'on a vécues depuis au moins 5 ans, mais on pourrait évidemment remonter plus longtemps, mais je pense naturellement évidemment aux gilets jaunes. Est-ce qu'elles sont imputables à un fonctionnement démocratique et institutionnel qui serait grippé, qui serait affaibli? Est-ce qu'on peut essayer de caractériser un petit peu, alors ce qu'on a donné dans le titre, ce qu'on a appelé l'impasse bureaucratique, mais est-ce que c'est pas un peu trop? Est-ce que c'est pas beaucoup dire? Impasse, ça fait un peu d'ailleurs pessimiste, parce que s'il y a une impasse, c'est que vraiment, il n'y a qu'une chose à faire, c'est rebrousser chemin. Qu'est-ce qu'on peut dire du phénomène actuel tel qu'il se passe? Alors, je propose à Chloé de commencer, et puis si Xavier le veut bien ensuite. Bonjour à tous. D'abord, merci de votre invitation. Sur le diagnostic, il y aurait beaucoup à dire. Souvent, on se demande si c'est pire, si c'est vraiment pire aujourd'hui que ça ne l'était, parce que finalement, la France a connu quand même des convulsions politiques très nombreuses et elle s'est d'ailleurs façonnée à travers elle. Donc, on peut se dire finalement, c'est assez normal que de manière régulière, on ait une succession de crises avant que, pour diverses raisons et qui sont souvent liées à la nature de nos institutions, on trouve un nouvel équilibre qui permet, un nouvel équilibre politique en quelque sorte, qui permet de vivre quelques années, quelques décennies de paix. Moi, j'ai tendance à penser que la situation est particulière pour plusieurs raisons, et notamment une dont on parle assez peu, mais qui me semble importante, qui est que le rapport à l'autorité à l'ère des réseaux sociaux, où l'on peut interpeller n'importe quelle autorité, entre guillemets, scientifique, politique ou institutionnelle, assez directement, notamment sur Twitter ou via d'autres canaux. Et en fait, tous ces moyens ont transformé un petit peu notre rapport à l'autorité, les attentes que l'on a vis-à-vis des figures d'autorité. Et donc, forcément, ce fait-là, nous devons en tenir compte d'une manière ou d'une autre dans notre manière de concevoir le débat politique. Et c'est ce qui, à mon sens, pose question sur nos institutions aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on voit bien que de plus en plus, les gens se disent on n'a pas envie de voter une fois tous les 5 ans pour le président et on a envie de pouvoir, d'une manière ou d'une autre, et on n'a toujours pas trouvé d'ailleurs, à mon sens, la bonne réponse, on a envie de pouvoir intervenir plus souvent.
Je dis ça tout en ayant beaucoup de réserves quant à la démocratie participative, on en parlera peut-être. Et donc, je ne veux pas être trop longue, mais il me semble que de toute façon, la question des institutions, qui de plus en plus est posée par tous les bords politiques. Moi, dans mon dernier livre, j'ai interrogé des responsables politiques de tous les bords, et j'étais assez frappée de ce que la plupart disent aujourd'hui. Nos institutions ne sont plus totalement adaptées à la manière d'exercer le pouvoir et de prendre des décisions publiques, des décisions qui soient à la fois efficaces, acceptées par le plus grand nombre. Et cette espèce de consensus, pas sur les solutions, mais sur le fait qu'il y ait un sujet, il n'existait pas il y a 10 ans. Donc, j'ai tendance à penser que les responsables politiques ne sont pas les observateurs de la vie publique les plus mal placés, et que s'il y a cette idée-là qui progresse, c'est qu'il y a effectivement un sujet. Et par ailleurs, on sait que toutes les études d'opinion montrent qu'il y a dans la population le sentiment d'être mal représenté, le sentiment que les politiques n'écoutent pas, alors que c'est un sentiment qui prend sa racine souvent dans ce qui est perçu comme une crise de l'efficacité, c'est-à-dire la politique telle qu'elle se fait aujourd'hui ne répond pas à mes problèmes de citoyens. Et donc, in fine, nous sommes face à une équation à résoudre qui est assez complexe, et qui est quel est le nouvel équilibre que l'on peut trouver entre la verticalité qui permet de prendre des décisions efficaces, en quelque sorte, pour résumer, et une forme d'horizontalité qui permet un minimum d'acceptation des décisions. Chloé, tu décris donc un décalage entre des institutions, en fait un état du monde ou un état des mentalités qui donc a évolué plus vite que les institutions. Peut-être qu'il faudra qu'on reparle du sens, effectivement, même si tu suggères qu'il y a une nouvelle volonté de capacité à s'exprimer, donc peut-être des canaux qui n'existaient pas autrefois. Tu parles aussi d'une forme d'impuissance publique. Tu parles aussi de crise de l'autorité. Alors c'est amusant parce que je relisais du coup Arendt il y a quelques temps, donc elle avait fait une conférence il y a plus de 50 ans déjà sur le thème, et c'est évidemment un thème extrêmement, qui peut d'ailleurs remonter à plusieurs milliers d'années. Ça fait depuis toujours qu'on parle d'une crise de l'autorité. Peut-être qu'il faudrait parler de transformation de sensibilité ou de rapport à ce qui fait autorité. Xavier, ton sentiment sur ce que c'est que cette crise, sur la façon dont on peut caractériser ce que nous, on a appelé très rapidement une impasse démocratique, mais qui pourrait peut-être essayer de se décrire un peu plus finement. Oui, bonsoir Olivier, bonsoir Chloé Morin. J'ai l'impression que les sujets que nous allons évoquer, en fait, bon, on aurait pu en parler il y a 1 mois, il y a 6 mois, il y a 3 ans, il y a quelques années, parce que ce sont des sujets dont on parle en France assez régulièrement. Je suis plus âgé que l'un et l'autre, et j'ai en tête encore Alain Peyrefitte, qui en 1978 décrivait, après avoir écrit sur la Chine, décrivait le mal français. Et puis, ça fait des années et des années que dans les cours de Sciences Po, dans les facultés de droit, dans les journaux, régulièrement, il y a des articles, des interrogations sur, pas seulement, comme vous l'avez dit, la crise de la démocratie, pas seulement les institutions, mais le cadre général de l'État. Regardez encore, je crois, il y a 15 jours ou 3 semaines, dans l'Express, il y avait un excellent article de Jérôme Fourquet, bien connu, qui reprenait un peu les idées d'Alain Peyrefitte, c'est-à-dire un État complètement illisible, boursouflé, et qui du coup, parce qu'il est illisible et boursouflé, ne remplit plus ses fonctions régaliennes. Oui, tout à fait. Je trouve que c'est ça qui est très préoccupant. C'est bien l'impuissance publique dont parlait Chloé. Donc, oui. on en veut aux institutions de leur inefficacité et paradoxalement pas de leur présence. Mais ce ne sont pas seulement les institutions ou le système de la Ve République, encore que, c'est tout le cadre institutionnel, démocratique, citoyen dans lequel nous vivons. J'avais refeuilleté Le Mal français de Peyrefitte, dont j'ai une jolie édition. Et en effet, quand on le lit, on se rend compte que ça aurait pu être écrit hier.
Oui, parfois les exemples datent en années, mais c'est incroyable la stabilité des problèmes, peut-être parce que justement ils sont plus liés à des faits culturels assez stables en réalité. Alors l'un de ceux-là en particulier, c'est la centralisation, hein, dont lui-même parlait déjà à l'époque. Euh, Est-ce que c'est pas finalement une des causes qu'on retrouve beaucoup à la racine, hein, de beaucoup de nos problèmes en éducation, en santé, en capacité à se moderniser, peut-être en capacité à comprendre les problèmes de façon plus fine et plus adaptée sur les territoires. Peut-être Chloé, qu'est-ce que tu en Oui, penses? oui, moi, ce qui me frappe sur la centralisation, c'est que quand on discute avec des responsables politiques, la plupart sont pour la décentralisation. Et l'idée oui. qu'en fait, on prend mieux les décisions au plus près du terrain, en tout cas que le niveau, l'échelon national n'est pas toujours l'échelon pertinent pour prendre des décisions, me semble assez répandue aujourd'hui. Alors peut-être pas dans tous les partis politiques, mais c'est une idée répandue. Et c'est pourtant une idée qui ne progresse pas ou qui progresse peu, c'est-à-dire que dans le même temps, les mêmes politiques qui disent on peut prendre des décisions plus efficaces au niveau de la mairie, du conseil départemental ou même de la région, etc., disent chaque fois que l'État nous transfère des compétences, il ne transfère pas les moyens qui sont liés à ces compétences. Et donc, cette espèce de... Euh, comment dire, ce mécanisme fait que aujourd'hui, même ceux qui voudraient avoir davantage de compétences ne les réclament pas parce qu'ils savent qu'elles ne vont pas être forcément accompagnées des moyens qui sont nécessaires. Et donc, le truc s'est un peu embourbé. Pour autant, l'idée me semble rester pertinente. Ce que je note aussi sur ce sujet-là, c'est qu'on a aussi une administration qui a été formée avec l'idée, une haute administration notamment, qui a été quand même formée avec l'idée que les décisions sont mieux prises à Paris qu'ailleurs et qu'il faut contrôler, il faut tempérer les velléités politiques. Et je ne compte pas le nombre de responsables politiques et même de ministres actuels qui disent, de toute façon, il y a une partie des administrations, je ne dirais pas lesquelles, qui considèrent que quand on vote des lois, elles ne sont pas engagées à les appliquer. Et donc, c'est des ministres qui bataillent pour les décrets d'application. Et donc, tout ça pour dire juste qu'il y a quand même aussi une culture au sommet de l'État, il me semble, qui est profondément centralisatrice. Ce que tu suggères, c'est que finalement le problème est moins la centralisation contre le centre ou Paris contre les territoires que l'administration contre la politique. Oui, Qui est j'ai l'impression que un vieux combat l'intuition politique... qui se joue dans les dépositaires du pouvoir. L'administration assure la continuité de l'État. Elle se méfie un peu d'ailleurs des parlementaires, qu'elle juge pas très efficaces. Et donc, elle est là pour essayer de rattraper. Parfois, elle est contre la volonté du politique quand ils estiment qu'elle va contre la volonté française. Et qu'une des causes, en gros, pour synthétiser, ce que tu nous dis, c'est qu'une des causes de la crise démocratique est liée en fait à cette opposition entre politique et administration, probablement tel qu'on le voit aujourd'hui. J'ai l'impression. Ouais. Quelque part, c'est normal, c'est-à-dire que la défiance que les citoyens ont envers les politiques, on a exactement la même dans l'administration, avec des raisons qui sont parfois tout à fait légitimes, parce qu'effectivement, j'imagine que certains ministres, certains députés sont sans doute pas si compétents que ça dans leur domaine d'action et qu'il y a des gens dans l'administration qui sont plus compétents. Donc, je dis pas que cette défiance est illégitime, mais elle est réelle. Elle me paraît réelle. Je crois que tu as dit le bon mot sur la défiance, sans aucun doute. Une défiance entre des groupes dont on a l'impression, vu de l'extérieur, que c'est à peu près la même chose, administration politique. Alors qu'en fait, en réalité, même si les gens ont souvent des origines communes, la différence de point de vue est très, très forte. On l'avait vu sur les projets de simplification où le projet du politique avait été complètement retourné et travesti par une administration qui avait estimé que c'était évidemment pas possible, pas faisable et pas souhaitable. Xavier, sur cette question, Oui, moi centralisation politique versus administration. Je suis d'accord, mais j'irai plus loin. Je pense que c'est toute notre architecture administrative qui est à revoir. On en parlera sans doute dans les solutions, mais je pense qu'il faudra faire un Big Bang
dans notre architecture, dans nos institutions administratives. Il ne faut pas oublier que nous vivons sur des institutions qui remontent à 1789 ou 1790. Est-ce qu'aujourd'hui, franchement, en 2023, il est nécessaire d'avoir 100 départements, 36 000 communes, des communautés de communes, 13 régions, il y en avait 26 avant, l'État central et l'Union européenne, et on a ajouté des métropoles. Donc, toutes les réformes de ces dernières années, de ces 15 dernières années, pour revenir sur la question des transferts de compétences dont nous parlions, ça a consisté à créer de nouvelles structures. Et franchement, nous avons aujourd'hui la moitié des élus de l'Union européenne. Est-ce que avec la moitié des élus de l'Union européenne, le citoyen français a le sentiment d'être mieux gouverné et d'avoir un cadre plus démocratique? Est-ce que c'est important pour lui d'avoir derrière le guichet un représentant de l'État, du département, de la communauté de communes ou de la région? Non, ce qu'il veut, c'est un État efficace. Mais là, nous avons des structures qui se superposent et on a créé en plus ces dernières années, depuis une quinzaine d'années, nombre de hautes autorités, de conseils, etc. Jérôme Fourquet le souligne très bien dans son article. Laurent Wauquiez l'a dit pour lui proposer la suppression de toutes ces hautes autorités. Mais regardez, par exemple, Olivier, regarde l'organigramme de l'ARS, l'autorité régionale de santé du Grand Est. Il y a 32 pages d'organigramme. Oui, c'est un défi à l'entendement. Donc, on a créé à chaque fois de nouvelles structures. À chaque fois, on a créé également des élus ou des assemblées pour contrôler ces structures. Le résultat, c'est qu'on a un système qui est totalement inefficace. Donc, moi, personnellement, je pense qu'il faudra aller vers un Big Bang. Si je peux rajouter un mot là-dessus, en empilant les choses, on a rendu l'action publique totalement illisible, c'est-à-dire que personne ne sait qui fait quoi. On sait vaguement que les régions, c'est les lycées, que tel ou tel, mais bon, globalement, quand vous avez un problème, vu que vous ne savez pas qui est responsable de quoi, vous allez voir votre maire. Et au-delà de ça, c'est un grand flou. Et c'est, comment dire, cette question de lisibilité, elle engendre une déresponsabilisation à mes yeux. C'est-à-dire que si les gens pouvaient aller engueuler la personne responsable du fait que, je ne sais pas, telle route est en mauvais état ou que tel bâtiment public est en mauvais état, en fait, ça responsabiliserait aussi les élus. Or, j'ai l'impression qu'il y a tout un tas d'élus, effectivement, on en a beaucoup, qui échappent du coup à leurs responsabilités. Et par exemple, l'échelon des communautés de communes n'est pas un échelon démocratique. Moi, je suis frappée de ce que des décisions s'y prennent, mais qui échappent au débat démocratique et qui échappent aux citoyens, en quelque sorte, parce que c'est opaque et que les gens ne savent pas vraiment ce qui s'y passe. Donc, il y a des échelons qui sont plus transparents que d'autres et des échelons qui sont plus pertinents que d'autres. Et ensuite, sur le Big Bang, je pense que ça, c'est de la théorie des organisations plutôt, mais on sait que dans certains domaines, il est plus facile de créer une entreprise à partir de zéro que d'hériter d'une entreprise qui a 100 ans, des fonctionnements, une culture, des habitudes, des investissements, etc. Ben, je pense que l'État, c'est pareil. C'est-à-dire que je pense que si on crée la sécurité sociale au XXIe siècle, on ne la créerait pas du tout comme elle est aujourd'hui. Si on créait Pôle emploi, on ne le créerait pas du tout. Et d'ailleurs, il y a des élus, moi j'en avais discuté avec, il me semble que c'était Valérie Pécresse, qui du coup tentent des choses en mettant en concurrence un service public avec Le Bon Coin ou des trucs comme ça. Et c'est frappant de voir qu'effectivement, dans certains cas, il vaudrait mieux organiser les choses autrement, clairement. C'est comme dans le bâtiment où la rénovation est beaucoup plus compliquée que la construction. Parce que tu es obligé de faire avec le bâti et que le passage de l'état A à l'état B est en fait plus compliqué parce qu'évidemment, tu ne peux pas faire comme si ça n'existait pas. Il est souvent possible plus intéressant de tout mettre par terre, évidemment, en termes
en termes d'institutions, ça paraît très compliqué. C'est intéressant cette idée que finalement l'irresponsabilité nourrit le sentiment d'impuissance et d'opacité. Je crois que c'était mon collègue Jacques Bichot, universitaire de Lyon, qui avait écrit un livre qui s'appelait Le Labyrinthe, et il distinguait la complexité et la complication. Il montrait que la biologie, par exemple, était complexe et que le monde était souvent complexe. En revanche, la complication, elle est inutile. C'est-à-dire, c'est la complexité inutile. C'est quelque chose qu'on a rajouté là où elle ne devrait pas être. Il y a un paradoxe dans la centralisation. Quand on centralise, normalement, on le fait au nom de l'efficacité. On le fait au nom d'une forme d'égalité des territoires, sans doute, mais aussi au nom de l'efficacité. Or, aujourd'hui, c'est précisément l'hypercentralisation dont on a l'impression qu'elle nous empêche d'accoucher de plans actionnables, de visions efficaces. Peut-être qu'aujourd'hui, on a le pire de la centralisation. On a quelque chose de très centralisé, mais incapable de plan et d'imposer une vision. Mais on n'a pas non plus la décentralisation qui nous permettrait d'être adapté au territoire. On est un petit peu, on a le pire des deux modèles en quelque sorte, puisqu'on n'a pas réellement décentralisé. On a ajouté des couches, hein, Xavier, comme tu as dit en fait. Hein. Oui, c'est la superposition des couches administratives et des différents échelons, je crois, qui rend cet État totalement illisible. Je donne deux exemples. L'un que j'ai beaucoup pratiqué à l'étranger, dans mes fonctions à l'étranger, la représentation des Français de l'étranger. Bon, nous ne sommes pas les Français un peuple qui a beaucoup émigré par rapport aux Italiens ou aux Irlandais. Mais pour moins de 2 millions de Français qui sont à l'étranger, nous avions 6 sénateurs des Français de l'étranger que François Mitterrand a fait passer à 12. Ensuite, on a créé des députés des Français de l'étranger parce qu'on a estimé que les Français n'étaient pas suffisamment représentés par des sénateurs. Ensuite, on a créé l'Assemblée des Français de l'étranger avec des élus consulaires. Et comme ce n'était pas suffisant, on a créé, c'est Laurent Fabius qui a créé ça, c'est la 4e couche, c'est des conseillers consulaires auprès de chaque ambassade. Donc, on a créé 4 niveaux pour représenter des Français de l'étranger, moins de 2 millions. Et on sait bien que les élus, quand ils n'ont pas grand-chose à faire, il faut qu'ils trouvent un os à ronger et ils font des propositions. Ils sont pas en manque d'imagination pour faire des propositions. Dans le domaine de la justice, on a une justice administrative, une justice judiciaire. Ça date de 1789. Par opposition au Parlement d'Ancien Régime, on a voulu créer des juges administratifs pour empêcher le juge judiciaire de s'occuper de l'administration. Mais aujourd'hui, le juge judiciaire s'occupe tout autant de l'administration que le juge administratif. Donc, effectivement, nous avons un système illisible. L'enjeu de la simplification, ça me paraît être le nœud hein, de ce que vous soulignez. Alors, on ne va pas encore parler vraiment des solutions, mais je crois vraiment, est-ce qu'il n'y a pas d'autre chose? Et en particulier, envie de peut-être me faire l'avocat du diable en disant, est-ce que un des problèmes, ce n'est pas tellement l'évolution du monde, c'est aussi l'évolution des mentalités. Voilà. Est-ce que le citoyen n'est pas un peu responsable d'une forme de méconnaissance ou d'éloignement de sa part vis-à-vis des institutions. D'ailleurs, il y a quand même le paradoxe d'un citoyen qui vote de moins en moins et qui dit à corps et à cri qu'on ne l'écoute pas, qu'on ne l'entend pas et qu'il ne peut pas s'exprimer. Comment essayer de comprendre cette évolution? Est-ce que le citoyen de 2023, il est foncièrement différent de celui des années 70, des années 80 ou pas? Non, je pense qu'il y a une part de responsabilité des citoyens, clairement. D'ailleurs, c'était l'objet de mon livre « On a les politiques qu'on mérite », qui était de pointer que les élus n'étaient pas responsables de tous nos problèmes et qu'ils étaient aussi le reflet de ce que nous étions, nous, dans ce qu'il y a de meilleur et ce qu'il y a de pire. Ce qui est frappant, c'est que en fait, c'est un peu la poule et l'œuf, c'est-à-dire que les citoyens se détournent de la politique et s'en dégoûtent. Ce faisant, ils sont de moins en moins nombreux à participer, et donc il y a toute une partie de gens sans doute modérés, très bien, qui ne participent pas au débat, mais comment dire, ça nourrit aussi une représentation politique et sans doute de moins bon niveau de l'autre côté et qui défend certaines causes au détriment d'autres, etc. Donc, c'est très difficile de dire qui est responsable. Je pense que les responsabilités sont largement partagées et que tout cela se fait sur un fond de tentation du repli
à cause de la fragilisation économique, sociale et culturelle liée à la mondialisation. Et que du coup, ça accentue la tentation de la réaction, en fait, de la conservation, le conservatisme en quelque sorte. Donc, préserver ses acquis, préserver ses valeurs, essayer de faire en sorte que le monde arrête de bouger autour de nous. Que ça, c'est pas forcément compatible avec l'idée d'aller vers l'autre, de s'ouvrir à de nouveaux horizons et de forcément s'engager en politique non plus. Et par ailleurs, je pense que pour le coup, il y a aussi un effondrement éducatif. Je pense quand même que les enquêtes PISA qui se succèdent ne sont pas sans lien, enfin sans conséquence sur ce que deviennent les citoyens aussi. Je veux dire une moindre reconnaissance du fonctionnement des institutions. Moi, j'ai l'impression Notamment. que les gens, est-ce qu'ils connaissaient mieux la façon dont on votait une loi, le fonctionnement parlementaire, la logique des institutions, qu'on a un petit peu cru retrouver quand les gens ont commenté le 49.3. Est-ce que vraiment on a perdu ça ou finalement, est-ce qu'on l'a vraiment eu un jour? Je ne sais pas, je n'ai pas la réponse. Je pense qu'il y a une période après la guerre où peut-être que on a atteint un niveau à la fois d'éducation et de niveau d'information qui était peut-être un peu meilleur qu'aujourd'hui. Après, le problème, c'est qu'on n'a pas d'information, c'est qu'on manque de culture et d'intelligence. C'est-à-dire, l'information est abondante, mais l'information, si on n'est pas capable de la traiter, de la hiérarchiser et de la contextualiser, ça ne sert à rien. J'ai un peu l'impression que c'est ça notre problème. Donc, c'est l'intérêt de tous les débats qu'on a eu récemment sur le bac de philo, sur toutes ces choses-là qui participent, à mon sens, de la construction d'un citoyen capable de comprendre ce qui se passe et de prendre part au débat. Donc, il y a quelque chose, alors c'est un peu caricatural ce que je dis, mais je pense quand même fondamentalement qu'il y a quelque chose de l'ordre de la culture politique et de l'éducation qui a un lien avec ce que nous vivons. Moi, pour être plus précis, je suis assez étonné de la relation que les gens ont à leurs représentants, avec très souvent l'idée qui est implicite de mandat obligatoire, hein, de mandat, comment on dit, imposé, non, c'est ça Impératif. Impératif, pardon, voilà. L'idée qu'il devrait y avoir une sorte de mandat impératif, de méconnaissance de système, et puis même plus que ça, de refus ou de non-acceptation d'un système où des représentants, évidemment, sont désignés pour arriver à conduire les choses, et peut-être une incompréhension aussi d'un système où on s'aperçoit tout d'un coup que, bah oui, celui qui est élu à la fin dans un système à 2 tours majoritaire, il n'est le premier choix souvent que d'un cinquième, en gros, hein, du corps, et donc que ça créerait dans l'esprit, dans les discours de beaucoup, hein, une forme d'illégitimité des gens qui sont élus. Évidemment, je pense aux espèces de procès absurdes qu'ont fait Emmanuel Macron, sachant que probablement François Mitterrand n'était pas tellement mieux élu, hein, ni François Hollande, je pense. Mais en fait, cette méconnaissance du fonctionnement démocratique, de cette logique qui fait que forcément celui qui est élu n'est pas le premier choix de la majorité, probablement nourri, hein. Puis la deuxième chose, c'est ce qui avait été évidemment l'objet de notre chronique avec Nicolas Bouzou et toi, n'est-ce pas, autour de la grande crise qui probablement nourrit aussi tout le reste d'attractivité de la fonction d'élu. Xavier, quel est ton regard là, sur ces questions? Les élus, dans le fond, c'est nous qui les avons choisis, hein, et Ils ont choisi par rapport à ceux qui se présentent déjà. Donc, oui, si ceux qui se mais présentent je crois qu'en France, notre génie français, c'est de créer une structure à chaque problème. Je crois qu'il y a vraiment une différence entre l'approche anglo-saxonne, que moi j'ai vu dans certains pays où j'ai été en poste, où on a laissé, où les Anglais ont laissé un état d'esprit, c'est-à-dire ils n'ont pas touché aux structures, ils n'ont pas créé de structures, ils ont laissé un état d'esprit, alors que nous avons, partout où nous sommes passés, dans nos anciennes colonies, mais en France également, on a créé des structures et aujourd'hui, à chaque problème, on répond, les élus répondent par la création d'une agence, d'une autorité, d'un conseil interministériel. Maintenant, on a
la grande convention citoyenne, quoi. On crée à chaque fois du hard power et non pas un état d'esprit comme l'ont fait les Britanniques. D'accord. D'accord. Chloé, sauf si tu as quelque chose à ajouter, on pourrait commencer à se Sur diriger. la Oui, je notion t'en de prie. représentation, je Oui, trouve que oui. c'est très vrai ce que tu dis. On a une incompréhension totale et croissante de ce que c'est que la représentation. Et d'ailleurs, les politiques sont, pour certains, tombent dedans à pieds joints en nous disant qu'en fait, notre problème, c'est que le Parlement devrait être le miroir de la société. Moi, je ne crois pas du tout que ça devrait être le miroir de la société. Et je pense Totalement que d'accord avec toi. C'est l'affirmation la plus stupide qu'on puisse imaginer, mais elle a tous les. C'est comme le Canada Dry, ça ressemble à un truc intelligent, mais en fait, pas du tout. Ouais. Et ça, pour le coup, c'est un mal qu'il faut combattre parce que c'est une erreur totale de diagnostic et ça ne fait qu'accroître le problème. C'est-à-dire que ça n'est pas parce qu'on aura une proportion plus importante de telle ou telle catégorie sociale, religieuse, ethnique ou tout ce qu'on veut, que les choses seront plus efficaces. C'est profondément l'inverse de notre culture politique, parce que notre culture politique consiste à dire que quand vous êtes blanc, vous pouvez représenter des noirs, quand vous êtes une femme, vous pouvez représenter un homme et inversement, parce que tout citoyen a quelque chose au-delà de son identité, d'universel, qui fait que lui sont attachés des droits et des devoirs et que donc il peut, en exerçant son libre arbitre, représenter n'importe quel autre citoyen. Et ça, pour le coup, c'est un élément qui est remis en cause de plus en plus souvent. Et je trouve que c'est inquiétant. Tu as tout à fait raison. L'idée que les élus, les représentants doivent être représentatifs au sens d'un sondage représentatif de la population Oui. avec la même proportion d'un tel, un tel. En fait, c'est l'arrivée subreptice de toutes les thèses un petit, finalement racialistes qui t'enferment dans ce que tu es et qui font penser qu'effectivement, il faut être cul-de-jatte pour parler des cul-de-jatte et faire des lois sur les cul-de-jatte, etc., aveugle pour parler des aveugles, etc. Ce qui est effectivement le contraire de la logique démocratique et puis le contraire de la logique de la compétence et de l'universalisme. Il y avait aussi, avant d'en venir aux solutions, hein, il y a quand même une nouveauté dans les 20 dernières années qui peut expliquer une accélération d'impasse démocratique, c'est le désordre informationnel, pour le dire rapidement, c'est-à-dire la façon dont les opinions se bâtissent désormais dans des interactions à travers des médias qui sont plus seulement des médias descendants qui sont en petit nombre, mais des médias d'interaction qui sont en nombre quasiment infini. Chacun, par son réseau social, est un média à lui tout seul, avec des effets de polarisation, peut-être d'extrémisation, d'alaï. Est-ce que c'est quelque chose dont on peut reconnaître que c'est une cause aujourd'hui dans l'accélération de la dégradation de la situation politique? Parce qu'évidemment, ça suggère un petit peu qu'une des conséquences, c'est de trouver des solutions à ce nouveau désordre et à ces effets communicationnels, hein, si vous voulez. Olivier, je crois que c'est toi qui avais fait un tweet il n'y a pas très longtemps où tu expliquais qu'avant les réseaux sociaux, il y avait le poivreau du village qui ne parlait qu'aux gens du café et qui disait des conneries aux gens du café, qui étaient les Alors, seuls. tu me prêtes, c'est beaucoup d'honneur, mais c'est Umberto Eco. Ah, voilà. Qui avait eu une phrase comme ça, mais c'est beaucoup d'honneur. Mais effectivement, c'était lui avant. Alors qu'aujourd'hui, tout le monde se croit autorisé à donner son avis sur tout. Chloé, sur la communication, tu penses que c'est quelque chose aussi qui est à l'origine des problèmes ou de leur aggravation? Dans quel sens tu veux dire l'importance des réseaux sociaux et la façon dont ils ont un effet d'accélération, peut-être de polarisation plus important par rapport à la façon dont se bâtissaient les opinions autrefois, hein. Ce qui me frappe, c'est que oui, il y a un accélérateur, c'est-à-dire que et on le voit même à l'échelle de 10 ans. C'est-à-dire qu'il y a des choses où on savait que quand on faisait une étude d'opinion sur un phénomène, il fallait attendre une semaine, le temps que l'événement infuse. Aujourd'hui, on sait que si on fait une étude d'opinion 2 jours après un événement, ça aura déjà infusé parce que tout le monde s'informe extrêmement rapidement. Alors, ça dépend évidemment de l'ampleur de l'événement, mais c'est un peu de cet ordre-là. Donc, c'est un accélérateur.
il y a un effet polarisant évident. Ça renforce nos biais cognitifs au détriment d'une culture qui est la culture de, le penser contre soi-même, quoi, et de aller se confronter à ceux qui pensent différemment, etc., qui n'est pas une tendance naturelle et humaine, mais qui fait partie de ce qu'est être un citoyen. Et donc ça n'est pas du tout encouragé par les réseaux sociaux, évidemment. Et il y a des effets des réseaux sociaux qu'on imagine assez peu. De manière très concrète, lorsque vous faites de la politique, vous êtes aujourd'hui obligé de réagir à tout le temps. Oui. C'est-à-dire que si vous n'avez pas fait un tweet dans l'heure qui suit... On vous reprochera de ne pas l'avoir fait. C'est alors que, pour le coup, donc c'est du temps, c'est beaucoup de temps en fait, que vous consacrez du coup à la communication. Et si on remonte à Mitterrand ou Chirac, ils consacraient sans doute pas du tout ce temps à communiquer en permanence. Ça, mine de rien, ça empêche le recul. C'est-à-dire vous devez trouver des réponses immédiates et des propositions. Vous regardez, je regardais tout à l'heure les tweets d'Éric Zemmour suite aux émeutes. Voilà, tout de suite, il faut sortir des propositions dans tous les sens. Chaque parti fait assaut de propositions. Donc, le temps de la réflexion est complètement compacté. Et ça a nécessairement un impact sur la qualité du débat public, forcément. La question que tu poses, parce qu'on parlait de complications et complexité, c'est aussi que dans une cadence qui est accélérée, la fenêtre pour parler d'un sujet avant que le sujet suivant arrive est devenue très courte. Et donc, la plupart du temps, la complexité du monde, qui est réelle, même si tu ne parles pas de la complication, la complexité du monde, elle est très difficile à faire passer dans une séquence extrêmement faible ou extrêmement courte, où tu dois répondre à une question avant de passer tout de suite à l'autre sujet. Cette accélération, je trouve qu'elle est assez frappante si on regarde les émissions politiques qu'il y avait autrefois, où on a l'impression qu'on avait beaucoup plus le temps. Les 7 sur 7, voilà, les émissions où on a l'impression qu'il y avait une forme d'approfondissement, on était dans un temps qui était moins vibrillonnant. D'ailleurs, j'en avais discuté avec Anne Sinclair pour mon dernier bouquin. En gros, elle dit, aujourd'hui, moi-même, quand j'écoute une émission, si la personne met plus d'une minute à répondre, si c'est pas tout de suite relancé, etc., je trouve que ça traîne. Or, à l'époque, le temps, en fait, on n'était pas formaté pareil, même les journalistes n'étaient pas formatés pareil. Et c'est vrai qu'en fait, les interviews politiques, si on prend juste cet exemple, 8 minutes d'interview politique, c'est très rapide. Vous vous rendez compte que le journaliste ne cesse de couper pour aller plus vite, parce qu'il doit en fait caser un certain nombre de questions. Et donc, voilà, ça déforme en fait finalement la pensée. C'est l'effet chaîne info, en fait. C'est ce que dit, c'est la civilisation du poisson rouge de Patineau. On a baissé en capacité d'attention. Et donc, on a l'impression que c'est un tunnel au bout de 30 secondes. Quoi. Xavier, sur cette accélération de rythme, est-ce que tu étais d'accord ? Deux remarques très rapides. Un, les politiques ont tendance à croire que tweeter, c'est résoudre un problème. Une fois qu'on a fait un tweet, ça veut dire que le problème est réglé parce qu'on montre au reste du monde qu'on s'est impliqué dans, même si on n'a pas réglé le problème, on s'est impliqué dedans. Et deuxièmement, regardez le nombre de votes en ligne qu'il peut y avoir sur Twitter, où on demande aux gens de voter pour ou contre la peine de mort, pour ou contre le rétablissement de l'impôt sur la fortune, êtes-vous pour ou contre le quinquennat, etc. Donc on vote en ligne et du coup, comme on pense qu'on a voté, on n'a plus besoin d'aller voter réellement le jour venu. Oui, c'est vrai ça. Donc voilà, je pense que les réseaux sociaux ont quand même cette influence sur le vote. Alors, il y a plein de commentaires, il y a plein de questions et d'interventions de la part de ceux qui nous écoutent. Commençons à parler un petit peu des solutions. On a parlé de complexité, de fausse décentralisation qui n'a pas eu lieu, mais d'empilement. On parle de désordre informationnel, on parle d'absence peut-être de moins bonne formation, de moins bonne compréhension du système. On pourrait quand même parler aussi d'un système qui peut-être était adapté, d'institutions qui étaient adaptées au monde d'il y a 60 ans,
et qui le sont peut-être moins dans un monde où le rythme, les mentalités, les attentes, les enjeux d'ailleurs sont plus les mêmes, hein. Est-ce que les grandes crises, comme la crise écologique qu'on connaît, ne nécessitent pas d'autres modes de prise de décision? Est-ce que les instances délibératives qui avaient été faites il y a 60 ans sont encore valables? Ça fait quand même beaucoup de choses à changer. C'est quoi les premiers chantiers à faire? Qu'est-ce qu'on peut faire vraiment? Qu'est-ce qui pourrait marcher? Voilà. Chloé ou Xavier, je laisse le premier répondre à ces questions vertigineuses. Moi, je parlais tout à l'heure, j'employais le terme Big Bang. Et je me réfère au livre, sans doute l'un et l'autre, vous l'avez lu, à l'excellent livre qui n'est pas du tout sur le sujet, le livre de Georgette Elgey sur la 4e République. Georgette Elgey était l'historienne de l'Élysée, archiviste de l'Élysée. Elle a écrit une histoire de la 4e République en 6 volumes. Et le dernier volume, qui est totalement méconnu, c'est De Gaulle à Matignon. De Gaulle à Matignon, c'est la période 1er juin 1er décembre 1958. Et il faut voir qu'en l'espace de 6 mois, et à l'époque, il y avait des grandes vacances d'été qui duraient 2 mois et demi et même 3 mois, 3 mois. en l'espace de 6 mois, De Gaulle, qu'est-ce qu'il a fait? Non seulement il a rédigé une nouvelle constitution, il l'a fait approuver par référendum, il a commencé à régler la question algérienne, il a confié le rapport Armand-Roef, il a fait l'entrée de la France dans le marché commun, il a pris les premières décisions concernant les relations avec l'OTAN et la politique agricole commune. Donc tout ça en l'espace de 6 mois. Et je pense qu'aujourd'hui, le président de la République devrait ou pourrait nous poser la question, est-ce qu'il ne faut pas finalement, encore une fois, un Big Bang et se donner quelques mois pour remettre tout en place? Personnellement, je pense qu'il faut revoir notre système institutionnel. Alors, il y a une révision de la Constitution qui avait été engagée il y a 5 ans, mais qui n'a pas abouti. Est-ce qu'il faut la reprendre sur la proportionnelle? Est-ce qu'il faut faire des gouvernements de coalition? Est-ce qu'il ne faut pas revoir toute l'architecture gouvernementale et administrative? Gouvernementale, je pense qu'un système à l'allemande où on a 15 ministres, point, il n'y en a pas un de plus, mais 15 ministres qui sont identifiés avec des compétences identifiées et pas des chevauchements en permanence entre les 40 ministres et secrétaires d'État. Donc une architecture gouvernementale simple. Et puis, encore une fois, est-ce qu'il ne faut pas revoir notre système administratif qui date de 1789? Personnellement, je me demande si, bien que le mot soit complètement tabou, est-ce qu'il ne faudrait pas évoluer vers une architecture plus fédérale, peut-être pas à l'allemande, mais en tout cas plus girondine, à l'italienne ou à l'espagnole. Et ce serait une vraie décentralisation. Mais on ne peut pas aujourd'hui, en 2023, imposer à tous les enfants des écoles de France, à Lille et à Perpignan, de faire leur récréation à 10 heures du matin et de terminer l'école à 11h30 partout dans les villes de France. Oui, et d'avoir les mêmes cours au même moment. Alors, mais malheureusement, Voilà. depuis que les Girondins ont été guillotinés, malheureusement, c'est évidemment pas eux qui ont prévalu. Alors, sur la question des ministres, ça me fait penser qu'effectivement, c'est une promesse quasiment réitérée à chaque quinquennat, la limitation du nombre de portefeuilles. Et en fait, à chaque fois, le truc est explosé. Je crois qu'on est à plus de 40. Et du nombre de cabinets et de place dans les cabinets. Alors moi, j'ai changé, là encore, c'est comme sur le cumul des mandats, j'ai changé d'avis. Au départ, j'étais pour des cabinets très petits, puis j'ai compris que c'était une mauvaise idée, qu'il fallait des grands cabinets, parce que sinon l'administration faisait exactement ce qu'elle voulait. Donc il faut de temps en temps, on évolue. Alors, ce que tu dis, Xavier, c'est qu'un, il nous faudrait De Gaulle, bon déjà, bon, on n'est pas sorti de l'auberge, mais deux, ce que tu suggères, c'est quoi? C'est que les institutions de la 4e étaient quand même, malgré l'instabilité dont on parle toujours. Il y avait une permanence de l'administration. Oui, de toute façon. Mais c'était l'administration qui avait le pouvoir, en fait. Cette nouvelle constitution de la 6e, je veux dire, parlons-en, une 6e République. Bon, concrètement, donc c'est une tabula rasa. Qu'est-ce qu'il faut faire différemment? Est-ce qu'il y a des choses vraiment fondamentales en dehors évidemment de détails, dans la grande machinerie complexe évidemment qu'est une constitution? Quand même, cette constitution de 58, elle a été un petit peu adaptée, mais enfin, c'était quand même de la belle ouvrage. Elle a été déstabilisée par l'introduction du quinquennat.
et l'inversion du calendrier électoral. Absolument. Quinquennat le quinquennat qui a été voté par référendum avec 32% de participation, n'oublions pas. C'est vrai. Et est-ce que l'élection au suffrage universel, suffrage direct, était une erreur ou pas? Parce que finalement, c'est revenu, évidemment, c'était très gaulien, mais instituer une forme de monarchie élective catastrophique aussi. Ça aurait été pas mal d'avoir quelqu'un élu au suffrage indirect, qui serait beaucoup plus éloigné, dont ce serait moins la passion, et qui ferait, parce que je pense que c'est quelque chose que vous auriez pu signaler aussi, l'un du problème de notre système aujourd'hui, c'est qu'il ne vit, il ne respire, il ne pense qu'au prochain président, à la prochaine élection, comme si c'était le seul truc qui allait se passer. Et puis le président arrive, et puis finalement, il ne fait pas grand-chose, et on attend déjà le suivant. Il y a quand même quelque chose d'un peu ridicule. Et finalement, à faire que ce président devienne aujourd'hui une sorte de super Premier ministre. Est-ce que la caractéristique principale, ce ne serait pas ça, effectivement, de réinstituer? Donc, plutôt qu'une 6e République, il faudrait revenir à la 5e, peut-être dans son esprit, non? À la 5e originelle. Originelle, voilà. C'est possible. Après, il y a plein de choses qu'on peut faire. Par exemple, si on décide que... moi, j'ai tendance, pour penser simplement, j'ai tendance à dire, en gros, on a 2 crises. On a une crise de la décision publique et de l'action publique. Quand on prend la crise de la décision publique, c'est la crise démocratique, c'est comment on décide ensemble les choses qui concernent notre avenir. Et là, le problème, c'est, je pense, le partage du pouvoir. C'est le partage du pouvoir entre le président et son Premier ministre, le Premier ministre et son gouvernement. C'est quelle utilité chacun peut avoir, quel est son domaine de compétences, quelle est sa légitimité aussi. La répartition des pouvoirs entre l'exécutif et le législatif, évidemment, où là, il y a quand même le sentiment que le législatif se fait piétiner en permanence par le gouvernement. Donc, il y a sans doute des choses à faire. Et ensuite, au sein du législatif, entre la majorité et les oppositions, est-ce qu'il faut donner davantage de moyens aux oppositions? Par exemple, je donne un seul exemple. Aujourd'hui, lorsque vous avez un groupe parlementaire, les moyens que vous avez sont indexés sur le nombre de députés que vous avez. Or, tous les députés, tous les groupes parlementaires examinent les mêmes lois. Sauf que ceux qui ont 15 députés, eh ben, ils ont des collaborateurs qui couvrent 8 sujets et qui jonglent de l'un à l'autre, etc., en permanence. Et les partis qui sont déjà forts, ils ont 1 voire 2 collabs par sujet. Bah forcément, ça ne donne pas la même qualité de travail. Ça, par exemple, c'est un truc qu'on pourrait voir. Il y a plein de trucs comme ça. Ensuite, entre le partage du pouvoir entre l'échelon national et les échelons locaux. Et donc, quand on pense les choses de cette manière-là, après, ça permet d'organiser les différentes mesures qui peuvent être prises. Une autre manière de... parfois, des décisions toutes simples peuvent engendrer, à mon avis, des conséquences politiques très importantes. Une décision, ce serait d'inverser le calendrier électoral entre les législatives et la présidentielle. Dans ce cas-là, les gens feront campagne complètement différemment parce qu'ils sauront que ce n'est pas le gagnant prend tout. Et donc, ils sauront qu'ils vont devoir faire des coalitions. Et vous ne faites pas campagne de la même manière lorsque vous savez que vous allez devoir vous allier avec votre camarade que lorsque vous vous dites que vous allez gagner contre tout le monde et écraser tout le monde ensuite. Donc, il y a aussi des mesures comme ça qui sont... alors là, il n'y a pas besoin de modifier la Constitution en plus pour ça, mais ça aurait un impact sans doute assez important. Ouais. Est-ce qu'il y aurait quelque chose à faire du côté des modes de scrutin? Parce que, par exemple, est-ce que c'est que le modèle de l'approbation donc, qui serait intéressant, qui est un peu différent? Vous savez, vous avez tous les candidats et vous dites en gros lequel vous aimez bien. Vous pouvez en aimer plusieurs. Et donc, vous prenez celui qui a le maximum d'approbation. C'est quelque chose qui serait très différent de notre culture aujourd'hui, mais il y a plein de chercheurs qui s'intéressent vraiment aux effets de scrutins différents qui pourraient nous faire sortir de ce jeu un peu bizarre qui fait que quand on est à plusieurs tours, évidemment, ça crée des stratégies qui peuvent faire sortir des gens qui sont évidemment pas le choix. Là, on a un problème de culture et de conservatisme des élus, je pense. Je pense que les élus ont peur. C'est une terra incognita pour eux, un peu stressant. Parce qu'effectivement, c'est très intéressant. C'est très intéressant. En gros, quand vous dites ça, les élus vous opposent 2 choses. 1, c'est quelque chose qui est quand même qu'on n'a jamais fait, donc il faudrait expérimenter. Or, expérimenter en matière démocratique,
il y a plein de raisons pour ne pas expérimenter, parce que, mine de rien, pourquoi est-ce qu'on expérimente l'échec là, est, l'échec est etc. violent, ouais. Ouais, violent, ouais. Et puis aussi, il ne faut jamais oublier que c'est par cette méthode d'élection que les élus sont là. Donc, peut-être qu'ils ne seraient plus là avec une autre manière d'être élus, et donc forcément, il y a une forme de conservatisme. Moi, Xavier? personnellement, sans être un expert, je vois 5 réflexions. Premièrement, revenir sur l'idée du quinquennat. On en a parlé brièvement, mais je crois qu'effectivement, ça a perverti le système de la Ve République. Deuxièmement, tu as posé la question, l'élection du président au suffrage universel. Il y a plusieurs personnes qui se posent ou qui posent la question régulièrement. Troisièmement, le mode électoral, est-ce qu'il faut introduire une dose ou une dosette de proportionnel? Quatrièmement, réduire le nombre d'élus. Je crois que c'était une des idées du projet de réforme de 2017. Et cinquièmement, dans l'immédiat, je rétablirais aussi ce qui a été supprimé par Hollande en 2012, qui est le conseiller territorial, qui est à la fois départemental et régional. Parce qu'encore une fois, c'est un moyen d'aller vers une plus grande lisibilité de nos échelons, de nos territoires, comme on dit. Bien sûr. Je retiens ça avec l'idée de redonner du pouvoir au législatif. Alors, on n'a pas parlé du judiciaire. Apparemment, ça ne pose pas de problème. Donc, l'indépendance est entre les trois. En tout cas, il y en a un qui n'a pas vraiment de contre-pouvoir. Finalement, c'est quand même le judiciaire dans l'histoire. Oui, mais non, pour le coup, il y a un vrai sujet. Il y a une judiciarisation de la vie politique croissante. L'exemple le plus incroyable, c'est évidemment les perquisitions et les poursuites qui ont été entamées contre les membres du gouvernement pour la gestion du Covid. Mais en réalité, quand vous parlez avec des élus locaux, tous sont des exemples hallucinants de poursuites dont ils font l'objet pour des responsabilités politiques qui sont, moi, qui me semblent infondées. Alors après, une fois que vous avez dit ça, vous dites que du coup, la conclusion logique, c'est d'avoir une forme d'immunité ou de protection des élus. Et là, tout de suite, vous tombez, vu que les gens détestent les élus et considèrent que ce sont des feignants qui vivent au crochet du contribuable et qui ne font rien. En fait, dès que vous proposez ça, évidemment, les gens vous disent « Ah oui, d'accord, donc vous voulez conforter leur impunité ». Et donc, le débat s'enlise et vous arrivez à rien faire. Mais pour le coup, c'est un vrai sujet. Oui, de la même façon que quand on explique que la lutte contre les conflits d'intérêts fait qu'on interdit beaucoup trop de choses aux élus, on nous explique tout de suite, ah, on veut donc la corruption. Voilà. Oui, en fait, on se méfie tellement, on a une telle défiance, je pense, de notre personnel politique, qu'on préfère qu'il soit impuissant plutôt qu'on court le risque, peut-être qu'il fasse mal ou qu'on puisse le craindre. Oui, Xavier, Olivier, je note au passage que dans les réformes qui sont intervenues, le gouvernement n'a pas touché à l'institution judiciaire, ni à l'ENM, ni à la formation des magistrats, alors qu'il s'est attaqué à la haute fonction publique. Et je ne suis pas persuadé que le corps préfectoral et le corps diplomatique étaient les institutions qui posaient le plus de problèmes. Oui, ce n'est pas le sentiment que j'avais non plus. Ce n'est pas le sentiment qu'ils avaient non plus d'ailleurs. Pour les connaître. Alors, parmi les questions qu'il y a une réflexion qui vient sous plusieurs formes intéressantes qui dit que beaucoup de pays autour de nous, de pays qui nous ressemblent, sont très différents du point de vue des institutions et pourtant ont à peu près les mêmes problèmes. Ce qui semblerait indiquer que toute cette histoire n'est quand même pas franco-française, c'est pas complètement... on est quand même pris dans un mouvement général des démocraties libérales, en quelque sorte. Voilà, on n'en serait que le jouet comme les autres. En tout cas, nous, on n'a pas de meilleure réponse, sans aucun doute. Et il y a peut-être, mais est-ce qu'il y a quand même des choses à aller prendre ailleurs? Il y a des gens qui parlent d'ailleurs sur la politique migratoire du Danemark aujourd'hui, qui n'est pas un pays extrémiste pourtant. Est-ce qu'on peut, je sais qu'on est le phare des nations, n'est-ce pas, que tout le monde attend des réponses de notre part et des lumières, mais est-ce qu'il y a des choses qu'on peut aller les prendre ailleurs en parallèle de cette idée que finalement, nous aussi, on est pris dans un grand mouvement séculaire d'évolution des mentalités et puis de complexification du monde, sans doute. Ouais. Ce qu'on peut aller prendre ailleurs, qui est très simple, c'est que le statut des élus, alors certes, il y a certains pays où ils rendent encore plus de comptes
qu'ici. Mais enfin, depuis 10 ans, ça c'est quand même la transparence sur l'emploi des fonds publics, etc., a quand même beaucoup progressé. Mais c'est les moyens qu'on donne aux élus, par exemple. Un député européen a 2 fois plus de moyens qu'un député français. Quand je dis des moyens, c'est évidemment pas du cash pour faire n'importe quoi, c'est de l'argent pour payer des collaborateurs, par exemple. Et donc forcément, j'ai l'impression qu'en fait, en France, on ne prend pas au sérieux la fabrique de la loi. C'est-à-dire que, on a des députés, évidemment, ils sont payés ce qu'ils sont payés, ils ont perdu énormément, en fait, en pouvoir d'achat depuis quelques années. On peut mettre ça à part, mais ils ont des collaborateurs qu'ils ne payent pas bien et qui ont un statut un peu précaire. Donc, collaborateur, c'est un truc de début de carrière éventuellement, quand vous essayez de grimper, de vous faire un carnet d'adresses politique. Mais ça ne peut pas être ça. C'est-à-dire que ces gens-là font la loi. Alors, il y a des administrations, évidemment, à l'Assemblée et au Sénat, mais enfin, il faut quand même être capable de comprendre les sujets techniques. Il faut être capable de gérer les dossiers, etc. Et ça, je pense que c'est une chose qu'on ne voit pas très peu ailleurs, cette espèce de paupérisation en fait du Parlement. Ouais. Il y a une vraie comparaison avec l'université quand on regarde par rapport aux États-Unis. Les États-Unis, c'est la même chose. Les professeurs aux États-Unis, ils ont des équipes extrêmement importantes avec eux. Et les élus, évidemment, au Congrès, ont des équipes extrêmement importantes, ce qui leur permet de faire beaucoup plus de choses. C'est plus des chefs d'entreprise, vraiment, avec des vrais cabinets. Donc, cette idée qu'il nous faudrait, nous, des élus moins nombreux peut-être, mais des élus beaucoup plus staffés, comme on dit, avec des équipes importantes, et capables, du coup, d'aller évaluer la loi, qui est une des responsabilités constitutionnelles du Parlement, mais finalement, ils font assez peu. Non seulement on l'évalue peu, mais en général, on l'évalue peu ex ante aussi, c'est-à-dire qu'il y a peu d'études d'impact sérieuses sur ce qui va être fait. Là encore, on manque d'équipes. Donc, paradoxalement, il n'y a pas assez de gens là, qui sont au boulot au législatif. On a trop d'élus, pas assez de collaborateurs. Voilà. Et tu as dit que tous les pays européens étaient plus ou moins en crise, mais il y a un pays qui se porte bien tant du point de vue efficacité que du point de vue de la démocratie, c'est la Suisse dont on ne parle jamais. Oui. Alors, tiens, moi j'aime bien évidemment cette comparaison avec la Suisse. Est-ce que c'est toujours un vœu pieux? Est-ce qu'il n'y a pas une sorte de barrière culturelle au fait que si demain on multiplie les votations à la Suisse, moi je rappelle que la Suisse a refusé de diminuer le temps de travail et d'augmenter les semaines de congés payés, quand même. Est-ce que c'est pas quelque chose qui est très difficile à transposer en France? Est-ce qu'on ne se fait pas plaisir cet exemple suisse? Voilà. Moi j'aimerais bien. Pas sûr que ça soit la panacée, mais en tout cas c'est un exemple de pays qui marche économiquement, démocratiquement et de manière efficace. Aucun doute. Il y a Philippe qui dit « J'ai beaucoup aimé l'idée de Chloé Morin d'inverser l'ordre des élections générales et de l'élection présidentielle, donc des élections législatives. Est-ce que, à ton avis, ça peut se faire par une loi organique ou est-ce que c'est complètement… c'est prévu dans la Constitution? Oui, j'en discutais avec… Une loi organique, ça a été fait après le assez simple, en fait. Référendum. Ouais. Non, c'est même un… par une loi simple. Par une loi simple. Je crois que ça peut même être une circulaire, parce que j'en discutais avec Loïc Blondiot la semaine dernière, qui lui-même en avait parlé à la présidente de l'Assemblée nationale, et il semblait dire qu'elle lui avait confirmé, alors il me semble, je ne veux pas dire de bêtises, mais que c'était quelque chose de l'ordre de la circulaire, que c'était absolument pas compliqué à faire. Oui, Xavier. La date des élections présidentielles et législatives est due pour la présidentielle au décès de Georges Pompidou, rappelons-nous, avril 1974, et pour les législatives à la dissolution de Chirac. Et donc, on pourrait modifier cela par une loi. Je crois qu'il n'y a pas besoin de modifier la Constitution. Ça me mène peut-être à ma dernière réflexion, puisqu'il nous reste 2 minutes. Malheureusement, le temps tourne sur ces questions passionnantes. Mais c'est la question des leviers. Souvent, on a l'impression que pour faire quelque chose, il faut bouleverser la Constitution. On en a un peu parlé. Est-ce qu'il n'y a pas des choses, des façons plus simples, des façons donc plus actionnables, plus à notre portée, plus même à la portée de quelqu'un qui serait un décideur politique qui, à un moment donné, aura envie de changer les choses en étant efficace? Une loi, des circulaires, un règlement, si ce n'est un état d'esprit. Est-ce que ce n'est pas ça qui pourrait nous faire sortir de cette fameuse impasse dont on parle depuis tout à l'heure? Il faut commencer, à mon avis, par dire dans un programme électoral et dans une campagne électorale
les 4 ou 5 points sur lesquels on s'engage. Il n'y a pas besoin de 110 propositions ou 57 idées, mais d'avoir 4 ou 5 points précis sur lesquels tel ou tel candidat, tel ou tel parti s'engage. Et je suis d'accord. Oui. Oui. Plus les choses sont claires et lisibles, plus elles ont de force politique. Et je pense qu'un grand nombre de choses peuvent être faites. C'est l'exemple du calendrier législatif, mais c'est aussi l'exemple des moyens qu'on donne aux députés. Ce n'est pas des trucs très compliqués, en fait. C'est des lois simples. Alors, pour le coup, il faut respecter la séparation des pouvoirs, donc il faut que le Parlement se saisisse des choses, etc. Mais tout ça pour dire qu'en réalité, il y a plein de petites choses que l'on... Alors, il n'y a pas de grande mesure qui va tout régler d'un coup, mais en même temps, il y a plein de petites choses que l'on peut faire qui peuvent faire consensus, je pense, ou en tout cas un compromis assez large. Et donc, il suffit de le vouloir, en fait. En tout cas, je constate que ces réformes ne font pas vraiment l'objet de débats réels et approfondis, je trouve, en ce moment, alors que ça fait partie, je pense, des sujets importants. C'est-à-dire qu'au-delà des propositions politiques, des propositions autour de la façon dont on peut rénover d'une façon ou d'une autre la démocratie, ce serait intéressant de les développer. Alors, je note que Éric Delannoy, que je salue, suggère qu'il faudrait essayer de faire plus de co-construction des politiques publiques avec la société civile, à voir comment, effectivement, comment on y arrive et comment on arrive à cette co-construction que tout le monde souhaite, mais qui est évidemment pas très facile, peut-être en l'état. En tout cas, il me reste, il est 19h01 déjà, à remercier les auditeurs qui nous écoutent en direct ou en différé, puis vous remercier beaucoup Xavier Driancourt, Chloé Morin pour nous avoir donné cette heure et pour avoir ouvert ce champ, évidemment, qui pourra continuer. On refera peut-être ça, on fera des points d'étape, puisque visiblement, on est sur un sujet plus brûlant que jamais. Merci encore et bonne soirée, bonne journée. Bonne journée à tous. Merci. Merci, bonne soirée. Merci. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir.